Merci d'être avec nous, encore un beau partage, une belle rencontre que nous allons vous proposer aujourd'hui et on a besoin de vos commentaires, de vos partages, bienveillants toujours, hein, les partages c'est important et puis dites-nous ce que vous pensez de cette émission et de la personnalité que nous recevons sur ces canapés. Erika Pazienza est avec nous. Bonjour Erika. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là, merci à toi. D'être venue de cet est natal, oui. de ce nord-est natal. Qui n'est pas si loin que ça, bon. mais oui. Alors, on s'était dit, on parlait aux antennes, on disait Pazienza, alors il y en a qui vont se dire, ah oui, ça c'est le côté un peu slave d'Erika. Pas du tout. Pas du tout. Désolée. C'est italien. Alors, 100% italien. D'accord. Voilà. Bon. Donc, de ma maman qui est du côté du nord de l'Italie et de mon papa qui est du sud de l'Italie. De l'Italie, voilà. d'accord. Je suis métisse de l'Italie. De l'Italie, exactement. Bienvenue en tout cas sur ABC Talk, je suis ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Médium. Oui. Clairvoyante. Oui. Clairaudience, aura-thérapie. Alors ça, moi, je découvre ce mot, je ne savais pas. Il va nous expliquer, évidemment. Tu es presque une miraculée, tu le dis d'ailleurs. Oui, on peut le dire, oui. Il y a eu un événement important dans ta vie. Il y a eu un événement très marquant dans ma vie en 2010. Un gros accident de voiture. D'ailleurs, l'Est républicain nous a titré le lendemain « Les miraculés ». Les miraculés, ouais. Parce qu'on nous a tout simplement... on a eu un frontal avec un véhicule à plus de 110 km/h, donc on ne se rend pas trop compte comme ça, mais c'est juste, on est juste des miraculés, vraiment. Avec une amie à toi, dans la voiture. Avec une amie à moi. Et vous êtes toutes les deux saines et sauves sans... Quasiment, sans alors problème. moi quasiment rien, un épanchement de l'épaule, mais autant dire que c'est quasiment rien. Ouais. Et elle, qui avait beaucoup de mal à sortir du véhicule, d'après les pompiers, ça allait être très compliqué pour la suite. Elle est sortie de l'hôpital avec une entorse. Ouais, c'était juste improbable. Ouais, un frontal à 110 km/h avec une entorse. C'est improbable. On ne se rend pas compte, c'est juste improbable. On a les marques de ses jambes dans le véhicule. Elle était vraiment... c'est improbable. Bon, quand il arrive un événement comme ça, et on va voir, parce qu'il y a des événements qui ont ponctué ta vie pour arriver là où tu en es aujourd'hui et avoir cette ouverture, cet éveil spirituel dont beaucoup parlent. Est-ce que cet événement en particulier a changé quelque chose dans ta vie? Oui, c'est-à-dire que j'ai pris conscience de la beauté de la vie, que j'ai failli rester, tout simplement, et que là, on m'a un petit peu secouée en me disant, mais pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire réellement dans ta vie? Et petit à petit, les ressentis sont revenus en masse, et là, j'ai commencé réellement à entendre, et j'ai accepté tout ça, chose qui était très très difficile dès le départ. N'a pas bien commencé, on va dire. Alors cet accident, c'est à 24 ans. Oui. Il y a les 24 premières années. Oui. Comment se déroulent ces premières 24 premières années? Parce qu'on a toujours le discours un peu pas fait de toutes pièces, mais c'est souvent le même discours. Quand j'étais petite, j'entendais, je percevais, mais je ne voulais pas m'avouer que, etc., etc. Alors les 24 premières années, je dirais qu'elles ont été presque banales à mes yeux. Alors, quand je dis ça, quand je repense à certaines choses, c'est-à-dire qu'à 7 ans, j'étais déjà très très connectée, j'avais ce besoin d'aller dans la nature, je posais les mains sur les arbres. Enfin, je me dis aujourd'hui, j'ai une fille qui a 5 ans et demi. Bon, je me dis, si je la vois faire ça, ça va peut-être me faire halluciner aujourd'hui. Mais moi, j'étais déjà comme ça en fait, et c'était une normalité pour moi. Donc, je ne l'ai pas si mal vécu que ça. À 7 ans, on m'invitait dans les anniversaires, je faisais des séances de spiritisme. Ouais, alors ça, j'ai lu normal, ça. Quoi. Séance de spiritisme oui, à 7 ans, moi, ce qu'on déconseille complètement. Non, mais sérieusement. Tout à fait. Alors, on déconseille ça. C'est comme toutes les tables de Ouija, les machins, les trucs comme ça. On ne fait pas tout ça. On ne fait pas ça. On fait pas mais ça. toi, tu l'as fait à 7 ans. Mais je l'ai fait parce que moi, je voulais que tout le monde découvre tout ça, en fait. Mais c'était toi l'instigatrice? Ah, tout à fait. Oui. Ah, oui. Tu ne participais pas à un truc qui était organisé? Tout ça, oui, parce que voilà, ça faisait partie de ce que je vivais. Donc, je voulais partager aux autres. Alors, autant te dire que les mamans... c'était très compliqué là. Ça a été, chérie, ta petite séance, ton goûter d'anniversaire, c'était bien? Ouais, on a fait une séance de spiritisme. On était dans le noir, qu'est-ce qui se passe? 7 ans, c'est tôt quand même. Et une séance de spiritisme, ambiance, les guéridons et compagnie? Tout à fait, exactement. Et moi, je communiquais déjà, donc pour moi, c'était quelque chose de fun. Pour les autres camarades, c'était très compliqué. Puis alors, pour les parents... c'était même pas pensable en fait. Et les tiens? Et les miens m'ont très très engueulé. Ça s'est très mal passé. Ouais.
Alors, il faut savoir que je suis issue d'une famille où faire les cartes, toutes ces choses-là étaient déjà présentes. Donc, j'ai pas à 7 ans fait une séance de spiritisme comme ça. Ouais. Voilà. C'est ta grand-mère qui C'est ma avait une grand-mère, importance importante à tes très yeux? très importante. C'est un de mes guides aujourd'hui. C'est elle qui me fait un petit peu le tri aussi quand je fais des contacts. Et merci pour son appui parce que je pense que c'est aussi grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas connue, hein, ma grand-mère. Hein. J'ai aucun souvenir d'elle. Oui, elles partent à 2 ans, je crois. Hein. 2 ans et demi, Ouais, ouais, 2 ans et demi. tout à fait. Ouais. Mais toujours cette présence, toujours ressenti cette présence autour de moi. Puis alors les rêves, on appellerait des songes aujourd'hui, hein, bien plus réels qu'un simple rêve où elle me transmet vraiment des choses. On se parle. Alors les premiers songes étaient... Bon, quand on a 6-7 ans, on raconte ça à ses parents, puis après ça devient un peu plus précis. Alors je racontais certaines choses à ma mère qui une fois elle a presque failli tomber de la chaise parce que chez nous il y avait des histoires un peu tabous, secrètes, voilà. Et moi je révélais certaines choses, donc là c'était... Ah ouais. Mais on mettait ça de côté. Voilà. Mais comment tu sais ça? Voilà. Mais qui t'a dit ça? Tout à Et fait. qu'est-ce que vous Jusqu'à répondiez? décrire des vêtements, enfin des choses très très précises. Ouais, très très précises. Et là je me suis dit bon, il y a quelque chose. Bon là du coup ta famille est quand même obligée d'admettre que ou pas? On met ça sous le tapis. On met ça sous le tapis. Il y a déjà une cousine qui fait l'écart depuis des années à toute la famille. C'est quelqu'un qui est très très connecté. La grand-mère faisait la réussite sur un coin de table. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, oui. Après, j'ai pas un discours à dire je suis médium de mère en fille. Non, non. Je pense qu'elle a voulu effectivement me transmettre quelque chose, mais je pense qu'on a tous des capacités extrasensorielles. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et c'est ça qui est parfois difficile à entendre. Parce que c'est souvent... si vraiment je me fais l'avocat du diable, si je puis dire, oui. On a l'impression que c'est un discours facile que de dire ça. Mais tout le monde a ses capacités, tout le monde a la possibilité. Alors évidemment, on va avoir les commentaires de ceux qui vont dire « Mais oui Marc, tout le monde a ces capacités-là, tu ne dois pas le nier, tu ne peux pas en douter, etc. » Mais ça semble un peu galvaudé quand on dit ça, non? Tout à fait. Alors, je dis toujours le même exemple, hein, parce que autant te dire que dans les consultations, on me pose énormément de questions. Ah oui. On peut tous apprendre le piano, mais on ne devient pas tous Mozart. Donc, je pense que c'est aussi une question de travail. J'ai des consultations tous les jours. C'est quelque chose que j'ai aussi travaillé avec le temps. Je suis devenue un peu plus exigeante. Ma médiumnité, elle a aussi évolué à travers tout ça. Il y a une question de travail aussi derrière. Et puis de chemin de vie. De chemin de vie, puisque rien, mais alors, quand je te dis mais rien, ne me prédestinait à ça. Mais rien du tout, quoi. Puisque issue d'une famille modeste, d'ouvriers, avec une première génération, donc les deux côtés italiens, hein, on vient en France pour travailler, on vient pour gagner sa vie, donc fille unique, les attentes de mes parents, c'était de faire des études. J'avais presque pas le choix. Hein. Mais que tu as faites? Que j'ai fait, j'ai un bac +4 en marketing et management. Puis hors après, sujet. Hors sujet. Complètement hors sujet. Total hors sujet. Alors moi, j'y suis allée à fond. Alors moi, quand je travaille, j'y vais à fond. Hein, et dans ma médiumnité, c'est la même chose. J'y vais à fond. J'obtiens mes diplômes de manière presque académique, là, avec mention très bien, tout ce qui va avec. Donc, je parle 3 langues. Je suis quand même dans une région, on est frontalier avec la Suisse, bien sûr. avec l'Allemagne. Je pars à l'étranger, je fais mes petits stages à l'étranger, je reviens persuadée, je vais faire carrière dans le marketing. Je fais mes premières expériences. Et puis, je me sens finalement jamais à ma place. Au-delà de l'accident qui arrive à 24 ans, il y a quand même l'événement précédent, 15 ans, 14-15 ans, où là, tu t'entends dire, tu es médium. Oui, ça m'émeut toujours autant. Oui, parce qu'en fait, ces capacités-là, pour moi, elles sont naturelles. Et en fait, tout bêtement, je pars en vacances avec ma meilleure amie de l'époque. Et à l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait des Kodak. On développe les photos. Bien sûr. Appareils jetables. Les appareils jetables, donc c'était pas hier. On développe les photos et la maman de ma meilleure amie est médium. Mais moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne savais pas qu'elle était dans toutes ces choses-là. Et en fait, elle voit les photos et elle dit à ma meilleure amie de l'époque,
faut que tu me la présentes, faut vraiment que j'ai une discussion avec elle. Alors, je ne sais même pas si elle a capté quelque chose sur le support photo. Sans doute. Sans doute. Et je me retrouve dans sa cuisine enfermée un mercredi après-midi. Et elle me pose des questions et j'ai toutes les réponses. Mais alors des trucs qui sortent de nulle part. Et là, je prends très très peur parce qu'elle m'explique ce que c'est que la médiumnité, puisque très jeune, je ne sais même pas ce que c'est que la médiumnité. Et là, je prends très 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 Ouais, peur. là, t'es ado, hein. Là, je suis ado. Et dans ma vie d'ado, je vis vraiment ma vie d'ado, moi. Et là, je prends très très peur parce que je prends conscience qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, hein, et je prends très très peur. Donc je fais un espèce de, je sais pas, je me coupe. Et depuis cet âge-là, et c'est resté d'ailleurs, je dors avec des boules caisses pour pas entendre. C'est des choses vraiment qui ont marqué pour moi, qui marquent encore un petit peu. Et toujours à la même période, il y a toujours dans ces phases de rêve, de songe, les paralysies dont tu parles, horrible. Les paralysies du sommeil et autres. Horrible. C'est ça qui m'a dit à un moment donné, t'as peur, ferme. Ferme parce que c'est plus possible. Alors moi, j'ai vécu des vraies paralysies du sommeil. Comment est-ce qu'on peut... Quelle est ta définition de la paralysie du sommeil? Alors, c'est un état très particulier où je me vois dans ma chambre, je me vois dormir. Je me sens vraiment attaquée, oppressée dans les profondeurs. Hein. Je ne vois jamais trop ce qui m'attaque, mais par contre, je me sens complètement oppressée, je crie de toutes mes forces et il n'y a rien qui sort. Et là, je fais les demandes à ma grand-mère et je sors de là-dedans. Voilà. Et ça s'est arrivé plusieurs fois. Alors, pas tous les jours, hein, bien sûr. Heureusement, mais ça arrivé plusieurs fois. Et ça, je t'assure que ça te terrorise. Surtout quand on est ado et qu'effectivement qu'on ne maîtrise pas et qu'on comprend pas. Et je peux en parler à personne, en fait. Alors, ma mère en vivait aussi. Donc, il y a quand même un truc familial. Hein. Oui. Ta grand-mère, ta mère... Oui. Mais j'ai pas envie de dire de mère en fille parce que ma grand-mère ne l'a pas pratiqué. Elle faisait vraiment ça sur le coin de la table. Alors, ma grand-mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Tout le monde en parle, même 30-40 ans après son décès. C'était un peu la mère Teresa du quartier. Et voilà, elle avait cette culture de l'ésotérisme. Elle aimait ça, bien que j'aime pas ce mot-là. Mais... Quelle est ta définition? Qu'est-ce qu'un ou une bon médium? Bonne question. Question qui est très intéressante parce que j'ai une approche qui est peut-être un petit peu particulière, mais je pense qu'on a une éthique, on a des responsabilités en tant que médium et on doit être surtout quelqu'un d'empathe à la base. On doit être quelqu'un d'empathe, on doit ressentir l'émotion des autres. Alors, empathe, c'est pas simplement le sens de l'écoute, c'est là, dans les tripes. Ça commence par là. Et un bon médium, c'est quelqu'un qui va porter ses propres responsabilités, parce qu'on ne peut pas tout dire non plus. Et quand on a des parents qui perdent des enfants, autant te dire que c'est très difficile. Et il faut savoir cadrer les choses aussi. Hein. On ne peut pas faire un contact comme on va acheter du pain, par exemple. Hein. Donc c'est quelque chose de sacré. Il faut être responsable dans notre médiumnité. Voilà. Et si tu devais donner des conseils parce que c'est toujours la grande difficulté, comme dans tout corps de métier, il y a à boire et à manger. Hein. Tout à fait. Il y a des bons et des mauvais médiums. Hein. Exactement. Il y a des charlatans et des gens qui ont une fulgurance médiumnique extraordinaire. Encore plus maintenant. Et oui, sans doute encore plus maintenant, parce que les choses se désacralisent un petit peu, tout à fait. Démocratisent un petit peu, et on a plus tendance à oser en parler. Oui. C'est vrai. Donc, comment choisir, au-delà du fait qu'on en parle de bouche à oreille, ce qui somme toute est, à mon avis, la meilleure des communications et des choses que l'on puisse faire pour communiquer autour de sa pratique, mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Qu'est-ce qui définit un mauvais ou un bon médium? Alors, tu as parlé du bouche à oreille. Moi, j'ai réellement commencé comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait presque je voulais pas de communication. C'était le bouche à oreille. Donc, j'ai commencé comme ça. Et je dirais que c'est au ressenti, au feeling aussi. Hein. Je suis quelqu'un qui dit beaucoup toute la journée. Je dis aux gens, vous avez un ressenti. Si vous êtes attiré par une personne, allez voir cette personne.
Après, on peut se tromper aussi, et je me trompe aussi, hein, faut pas croire, hein, je ne suis pas omnisciente non plus. Je dirais qu'un bon médium va pas simplement vous dire la personne qui est partie de l'autre côté, elle est bien, etc., etc. Non, je suis assez exigeante dans ma médiumnité. Je demande au moins 4 faits factuels. Ouais, je suis assez exigeante. Et à force de travail, effectivement, j'ai des bons contacts et j'ai des super contacts parfois. Voilà. Ces 4 faits factuels, ça permet vraiment d'installer la discussion et ça permet. C'est-à-dire que je ne démarre même pas ma communication si je ne sais pas comment il est parti, si je n'ai pas des traits de caractère. Le Saint Graal, c'est le prénom. Évidemment. Alors, voilà, hein, c'est pas évident d'avoir un prénom. Certains en ont. Alors, c'est pas souvent, mais quand j'ai un prénom, je suis très satisfaite. Je me dis, bon, merci, c'est un vrai cadeau. Donc, souvent, on a les prénoms quand même. Mais c'est comment il va partir, s'il est parti d'une maladie, d'un cancer, si c'est soudain, pas soudain. C'est traits de caractère. Et à partir de là, quand je vois véritablement que la personne, elle me dit c'est OK, c'est lui, on continue. J'ai déjà eu l'occasion de consulter des médiums. Ouais. Une des choses qui pour moi est essentielle, c'est que la médium dise bonjour, installez-vous et taisez-vous. Oui, tout à fait. Alors, moi j'ai un... Est-ce que tu fonctionnes comme ça parce que toi tu es aussi numérologue? Oui. Donc tu as besoin d'informations. Tout à fait. Alors, je sépare réellement les deux. D'ailleurs, je me suis un petit peu fait taper sur les doigts que j'ai été faire du mentorat en Angleterre à un moment donné. Et on m'a dit, mais Erika, t'es pas du tout structurée, mais qu'est-ce que tu nous fais? Parce que moi, je mélangeais tout. Chez moi, restait 2 heures, 3 heures, enfin, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai la partie numérologue et j'ai la partie vraiment médiumnité, pure et dure. Voilà. Donc, je fais toutes mes séances de médiumnité, de contact à l'aveugle. C'est-à-dire qu'il s'assoit, on passe du temps au départ, on s'installe pas comme ça, on boit un café, on discute, mais je veux absolument pas savoir, je veux pas savoir le prénom, je veux rien savoir. Et ni la raison pour laquelle la personne vient. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, en général, ça tourne toujours autour des mêmes sujets. Hein. Amour, santé, argent, carrière. Alors un contact en médiumnité chez moi, ou défunt. C'est très 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 souvent pour savoir s'ils vont bien. Très souvent. Il y a rarement des questions. Alors ça m'est déjà arrivé. Est-ce que Michel va nous léguer son héritage à un moment donné? Bon, ça arrive, hein, les questions comme ça. Mais c'est souvent pour savoir s'ils vont bien. Mais ça c'est pareil. Là aussi, je pousse un peu le bouchon, Erika, volontairement. Oui. Posez la question de savoir s'ils vont bien. De l'autre côté, on vous répond non, je vais pas bien. Tout le monde va bien de l'autre côté, par définition. Enfin, 99% du temps. Oui, tout à fait. Après, ce qui est rigolo, c'est ce que je vois très souvent, notamment quand je fais des contacts avec des enfants. On voit que les enfants suivent vraiment le quotidien des parents. C'est-à-dire que, je donne un exemple, la dernière fois, j'ai un couple qui ont perdu une petite de 5 ans dans un incendie. Donc la chose très très compliquée et tragique, hein, c'est une histoire tragique. Et en fait, quand c'est des enfants, je me mets un peu la pression aussi, je me dis, pour un parent, c'est important d'avoir un bon contact. Alors, c'est pas automatique, des fois, j'ai personne. Voilà, comme ça. Cette petite fille, elle me dit, maman, elle a rendez-vous chez le coiffeur demain. Alors, c'est du détail, mais c'est tellement important. Bien sûr. C'est tellement important. C'est quand même un détail précis, temporel. C'est des petits détails, mais qui sûr. sont tellement importants pour les parents. Parce que là, la dame, elle me dit, oui, j'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. Le papa, un peu sceptique, pareil, on continue dans le contact. Elle me montre un témoin lumineux de moteur sur un tableau de bord. Et je dis au papa, elle me montre ça, est-ce que c'est le cas? Elle me dit oui, 2 jours avant, j'ai le témoin dans la voiture qui s'est allumée. C'est des détails, mais pour des parents, c'est tellement important. Mais tellement. Évidemment, tes actions, ton accompagnement, ce que tu préconises, Erika, n'est pas de convaincre celui qui est sceptique ou tous les zététiques et toute la bande de zozos là. Ouais. Mais quand tu es face à des gens comme ça qui disent oui, mais alors, il y a du mentalisme, on peut aller chercher l'information chez quelqu'un, tu n'es que le reflet de ce que la personne pense en face de toi. Je leur dis ok, parce que j'étais comme vous déjà.
C'est-à-dire que je peux être médium, mais j'ai un côté qui est très terre-à-terre, très cartésien. Autant te dire que quand je me suis lancée officiellement, je me suis fait réellement tester. Voilà. Donc non seulement j'ai consulté plusieurs médiums différents, mais j'avais ce besoin qu'on me le dise. Non, c'est pas du mentaliste. C'est pas du mentalisme, pardon. Donc en fait, j'ai été testée plusieurs fois. Et le test ultime m'a vraiment confortée là-dedans. Et alors, j'ai toujours la même appréhension à chaque consultation, chaque séance. Bon, ça me rend beaucoup plus humaine aussi. Mais j'ai eu ce besoin de me faire tester. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un qui est très cartésien, parce que j'en ai qui vient de me tester, et c'est normal, c'est le jeu. Bien sûr. Et bien en général, c'est là où j'ai le plus d'infos. Donc c'est plutôt rigolo. Ouais. Parce donc que là, tu as déjà été confronté à ça? Tout à fait. Ouais. Oui. Et oui. Tu dois le sentir? Bizarrement, en général, ce sont des hommes. On est un peu plus sensibles, nous les femmes, mais c'est vrai que ce sont des hommes. Alors, il n'y a pas, je vais pas dire telle et telle catégorie socio-professionnelle, mais oui, c'est des gens qui parfois ont des grosses sociétés, voilà, ils veulent venir, ils viennent vraiment en mode test et ils me le disent. Alors, ils s'assoient. Alors, apparemment, vous êtes médium et on y va, quoi. C'est vrai que c'est pas la meilleure des ambiances, parce que ce que je dis toujours à ceux qui me consultent, c'est ayez aussi de la bienveillance envers moi, en fait. Tout simplement, ça commence par là. Je suis allé voir, il y a quelqu'un que tu dois connaître qui est un mentaliste incroyable qui s'appelle Victor Vincent. Oui. Tu as déjà vu ce mentaliste avec les bacchantes comme ça, là, qui a des moustaches fantastiques. Je suis allé le voir. Il est incroyable aussi. Dans et alors, ce qu'il fait. non mais, j'ai vu son spectacle. Et là, ça sème le doute. Tout à fait. Sur la médiumnité, sur les perceptions, etc. Alors c'est du mentalisme pur, mélangé à de la magie et à des effets d'annonce, de comportement sur scène et autres. C'est assez fantastique. Mais du coup, quand il est capable, sur une salle de 500 ou 600 personnes, de dire à cette personne-là, Madame, votre mari est décédé, machin, etc. Enfin, je veux dire, elle n'est pas complice, la femme. Non, c'est sûr que la frontière est très très mince. Et oui. Alors, je vais être très franc, je me suis demandé si j'étais mentaliste. Très franchement. Donc, oui, tu t'es posé la question quand même. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, au début, je me dis, non mais attends, comment je peux trouver ça, c'est pas possible. Moi, la première. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que on a poussé les tests assez loin, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des éléments que même la personne en face de moi ne connaissait pas, qui avaient été vérifiés beaucoup plus tard. Et là, on se dit, bon, on va peut-être accepter le truc, quoi. Quand tu dis, j'ai été testé, qui t'as testé? Alors, j'ai été voir beaucoup de médiums, moi-même. Il y a eu vraiment cet atelier, formation avec Aline Peugeot que j'ai fait, qui est une grande médium aussi, qui est aussi pas très très loin de chez moi dans l'Est. Qui a un parcours de vie aussi. Qui a un parcours de vie incroyable, une femme que j'admire pour tout ce qu'elle fait. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui est là. Et en fait, je pense que j'avais besoin de ce dernier test-là. Et là, elle fait ce qu'on appelle le test enveloppe, tout simplement. Ah, c'est ça, ouais. Un élément dans une enveloppe. Un élément dans une enveloppe. Parcours à la main, comme ça. Exactement. Et t'essaies de voir, remote viewing, etc. etc. Donc là, on était sur ce groupe-là, je crois qu'on était une vingtaine de mémoire. Et là, donc on était par groupe. Et donc chacun notait, il y avait un script et chacun notait ce qu'il voyait dans cette enveloppe, dans un brouhaha juste infernal, donc pour rentrer. Voilà. Et là, je demande au guide, mais alors, allez les gars, s'il vous plaît, envoyez-moi des informations. Donc j'ai 4 premières infos, donc on savait que c'était un lieu, mais on ne savait pas où. Et là, mais j'entends, oui, je crois que c'est le Dalai Lama. Enfin, j'entends des trucs qui n'étaient pas du tout en raccord avec ce que moi je ressentais. Qui disait ça? Les membres de la formation, parce qu'on était tous ensemble, en fait. Et là, je me dis, bon, allez, recentre-toi. Et là, je fais vraiment le vide. Là, je me mets vraiment en concentration, en alignement. Et là, vraiment, je leur dis comme ça, les gars, il faut vraiment m'aider. C'est comme ça que tu leur parles à tes guides? Les gars, il faut m'aider là. Ouais, vraiment. C'est très simple. Parce que ce ne sont que des hommes, tes guides? Non. D'accord, ok. Mais c'est les gars quand même. Pour rire, mais voilà. Ok, d'accord, ok.
Et en fait, je l'ai pris comme un jeu hein, de base. Et là, j'ai les 4 premiers éléments. Donc le premier, je peux raconter? Bien sûr, bien sûr. Le premier élément, donc c'était un lieu, donc je me vois réellement, je vois un toit rouge. Hein, je vois un toit rouge, une grande bâtisse en pierre. Je me dis, bon, ok, donc je marque. Hein, voilà, je marque. Deuxième élément, je me reconcentre. Allez, envoyez-moi un deuxième élément. Et là, je me retrouve dans un train. Je sais que je parcours un endroit qui s'appelle pas la France. Je sais pas où je suis, mais je suis pas en France. Je le sais que je suis pas en France. Donc j'arrive dans une espèce de gare pour moi. Et là, je continue. Un troisième élément, donc je vois ces espèces de fenêtres grillagées avec simplement des rayons lumineux. Alors je me sens très très enfermée, très oppressée. Mmh. Et le quatrième élément qui m'a fait me rendre un peu... j'étais pas très bien, j'avais la nausée, j'étais vraiment pas bien physiquement. En fait, je vois une fumée sortir du bas de la pièce, là où je me trouvais. Et là, me sens pas très bien du tout. Et là, à côté de moi, il faut comprendre que tout est euphorique à côté, parce que j'entends, oui, je suis là, je suis là. Et moi, c'est incroyable d'ailleurs, déjà rien que ça, c'est se dire quand on est en groupe comme ça et que tout Ouais. le monde est censé se concentrer sur ses enveloppes, Oui. c'est la lutte d'entendre des bruits de tous les côtés. C'était un exercice très compliqué pour moi, mais c'est cet élément-là qui m'a fait démarrer. Donc, c'était cet élément-là. Mur rouge, le train. Alors, toit rouge. Ah oui, toit rouge. Le train, comme si je rentrais en gare finalement. Je n'étais pas en France. Une fenêtre avec des rayons. Fenêtre grillagée, rayons quelques rayons lumineux qui arrivent comme ça, mais je me sens très oppressée, très enfermée. Et fumée. Et la fumée qui vient du sol. Je précise du sol, parce que ça a toute son importance par la suite. Donc, à partir du moment où tu ressens ça, où tu perçois ça, d'abord, la perception, c'est vraiment une photo qui t'arrive Alors, chez moi, c'est très visuel. C'est-à-dire que je vais fermer les yeux, je vais vraiment être dans l'endroit. Parfois, j'ai ce qu'on appelle la clairolfaction, donc je vais sentir aussi. Et souvent, alors là, c'est plutôt quand je fais des contacts, j'entends à l'intérieur. Alors, pas dans l'oreille, mais à l'intérieur. Là, c'était très visuel. Je voyais vraiment là où je me trouvais et je ressentais les choses. Donc, une fois que tu as ça? Une fois que j'ai ça, je pose la question ultime, où je suis? Et là, j'entends le camp de concentration à Auschwitz. Et alors là, je me rappelle encore Aline qui tourne autour de nous. Elle arrive vers nous parce qu'elle regardait ce qu'on avait noté. Et là, je vois qu'elle met un temps d'arrêt. Et donc, venu le moment d'ouvrir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et là, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que non seulement je vois le toit rouge des camps, hein, le toit il est rouge, hein, je vois cette fenêtre grillagée. Et j'apprends par la suite, parce que ça m'a bouleversée. Hein, Évidemment. J'ai fait même un bond en arrière, j'étais effondrée, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Hein. Et bien entendu, chaque groupe a une enveloppe différente. Je crois qu'on avait la même ce jour-là, je me rappelle plus. Parce que les gens vont pouvoir se dire, si vous avez la même, tu aurais pu entendre d'autres informations d'autres personnes. Non, non, en fait, on avait fait plusieurs tests dans la même journée. Je crois que ce moment-là, précisément, on avait la même enveloppe. Mais après, on avait changé, effectivement. Et ce qui est drôle, c'est que la personne à côté de moi, elle avait fait le croquis de ce que moi, j'avais vu. Ça, c'était juste incroyable. J'ai trouvé ça, mais incroyable. Wow. Et par la suite, m'est venue j'avais ce truc d'aller voir ce que c'était que les camps de concentration. Tu y allais? J'y suis pas allée. Et je ne souhaite pas encore y aller parce que je pense que ce serait encore trop dur pour moi. Sans doute. On m'a posé la question, hein, bien évidemment, mais peut-être que j'irai, je suis pas fermée, mais voilà, ça m'appelle pas encore aujourd'hui, c'est pas un endroit... J'ai eu cette sensation d'y être allée quand même. Quand tu as cette perception-là, c'est ce que j'allais te demander, oui. C'est une perception d'un vécu d'une vie antérieure? Tout à fait, je pense. Parce que j'ai toujours été, depuis petite, attirée par la guerre 39-45, tout ça, ça m'a toujours... alors, je ne pourrais pas affirmer que c'est le cas. J'ai jamais eu de réponse là-dessus. Mais autant te dire qu'après, j'ai été regarder, je suis allée sur Netflix comme tout le monde, puis je suis allée regarder X reportages. Plein de documentaires. Et alors, quand j'ai... Parce qu'il y a un truc que je ne savais absolument pas, c'est qu'ils gazaient par le bas. Voilà. Et en fait, j'ai vu cette fumée par le bas. Hein. C'est quelque chose que je ne savais pas. Alors, c'est un détail pour tout le monde, mais... J'ai eu cette sensation vraiment d'y être. C'est très significatif quand même. Oui, ouais.
Et là, franchement, j'ai été très, 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 très chamboulée. Je me souviens de la fin de stage avec Aline où on se dit, elle me dit, bon, si toi, tu te lances pas. Et je crois que j'avais besoin de cet élan, qu'on me dise, allez, parce que des synchronicités, j'en ai vécu, mais je sais pas combien. Est-ce qu'on n'a pas envie d'en savoir plus pour le coup, c'est-à-dire aller faire presque un travail d'investigation pour essayer de savoir. Si, mais je t'assure que j'ai encore. Ouais, le ressenti Oui. peut-être bouleversant. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà. Mais peut-être que j'irai un jour. Voilà. Mais aujourd'hui, non. En tout cas, c'est sans doute un de ces éléments, ces 7 éléments-là, peut-être déclencheurs qui te confortent dans l'idée de te dire faut y aller, quoi. En tout cas, c'est tombé juste après le Covid, ou presque on sortait de cette époque-là Covid. Et c'est ça qui m'a un petit peu dit allez, vas-y, c'est bon. Parce que là, je posais les questions, on m'envoyait les réponses. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire. Et là, ce stage-là m'a vraiment dit mais vas-y, vas-y. Il n'y a pas de raison. Et par contre, par la suite, je l'ai beaucoup travaillé, cette médiumnité. Est-ce qu'il y a des... est-ce que tu l'as refait, ce test Tu l'as réexpérimenté? Beaucoup. C'est vrai? Beaucoup. Ouais. Tu as demandé à des gens de ta famille de mettre des trucs dans des enveloppes? Exactement. Mon conjoint, on s'est beaucoup amusé. Ouais, on s'est beaucoup amusé avec mon conjoint. Mais je l'ai refait. Ouais. Je l'ai refait plusieurs fois. Mais j'avais ce besoin de... Tu fais mouche à chaque fois? Alors, parfois, je suis un peu à côté de la plaque, dans le sens où, comme tout le monde, j'ai tendance à interpréter. Et donc, cet exercice-là m'a permis aujourd'hui de comprendre qu'il ne faut absolument pas interpréter les choses. Je te donne un exemple tout bête. Il peut m'arriver qu'on me mette dans une enveloppe un paysage, une pyramide. Donc, je vais dessiner un triangle. Je vais te dire, je ne sais pas, c'est un volcan. Voilà. Hein, si j'ai pas les ressentis qui vont avec, par exemple. Mais la forme est là, quand même. Mais la forme est là, effectivement. Mais l'interprétation, c'est là où il faut vraiment être vigilant. Et mes contacts aujourd'hui, la première chose que je leur dis, je n'interpréterai pas ce que je vous dis. Ça doit vous faire résonance à vous. Oui, parce que tu peux faire un hors-sujet, hein, pour le coup. Hein. Complètement. C'est là où le cerveau ou l'ego, moi je l'appelle le mental, le menteur, c'est là où il va se fabriquer une histoire. Et là, on n'est plus dedans. Et donc, surtout que tu parles de la vie des gens, hein, quand même, en face de toi. Donc tu as des gens qui sont là en attente. Et c'est une vraie responsabilité. Hein. Évidemment. Donc quand je suis... Parfois, je suis sûre. Il y a des moments où je suis sûre de ce que je dis. Là, je réfléchis pas. Mais c'est vrai que sur une chose qu'on va m'envoyer en image, je vais dire, voilà, je vois ça, et c'est tout, je m'arrête là. Et en général, les gens, ils savent de quoi je parle. Encore avant-hier, j'entendais Mila. Et c'est rigolo, parce que ma deuxième fille s'appelle Milia. Et là, je vois une tête de chat passer. Mais je le raconte comme ça, et la dame, elle me dit, c'est mon chat qui s'appelle Mila. J'aurais pu interpréter, voilà. Mais voilà, je cherche plus à interpréter, c'est ça. Je transmets. Tu donnes l'information telle qu'elle arrive. Telle qu'elle arrive. Sauf que tu t'as dit tout à l'heure que tu avais besoin aussi de temps en temps de mettre des filtres par rapport à l'information que tu vas donner, justement. Parce que tu ne sais pas de quelle manière, ce que ça peut évoquer chez la personne, chez ton consultant. C'est pour ça qu'il faut être bienveillante et empathe. On ne peut pas faire ce métier sans être comme ça. C'est une histoire d'être. Il y a une question que j'ai rarement posée aux médiums qui se sont installés sur ces canapés. Est-ce que tu regrettes d'avoir cette faculté? Très bonne question. Est-ce que tu aurais préféré peut-être... parce que ça, c'est quand même... J'allais dire, le premier mot qui me vient, c'est quand même... C'est jouer avec les émotions quand même. Avec les tiennes et avec les gens qui viennent te consulter. C'est-à-dire que ça demande tous les jours une prise de recul. Et tous les jours... Une prise de risque. Une prise de risque. Et une concentration dans ce que je fais. Donc, non, je ne regrette pas. Parce que, surtout, par rapport aux parents qui perdent des enfants. Je ne sais pas... Souvent, on dit en psychologie, c'est vraiment péter une durite, c'est-à-dire que ça équivaut à la folie. Et quand j'arrive à donner des éléments probants à des parents, alors j'ai tout gagné. Je ne dis pas que les autres contacts sont moins importants, mais juste pour ça, non, je ne regrette pas. Et parce que tu es une maman
Parce que je suis une maman. Et que, évidemment, on se met à la place de tous ceux qui Exactement. vivent des drames Ouais. pareils. Et si je peux faire partager cette médiumnité à des parents endeuillés ou à un plus large public possible, je serai gagnante. Parce que j'aime bien partager en plus. Donc, ouais. Donc non, je ne regrette pas. Tu regrettes pas? Tu as parlé parfois du doute Oui. que tu as et c'est normal d'avoir le doute. Est-ce que ce doute, parfois, il est tellement imposant dans ta vie que tu te dis j'en ai ras-le-bol et je veux Alors, faire autre je chose? crois que j'ai une énergie du doute qui sera toujours tout là. le temps présente. Bah oui, évidemment. Ouais. Mais vraiment. Mais ce qui me permet aussi, moi, de me remettre en question tout le temps. Et vraiment, quand je dis que ça me rend plus humaine, c'est que ça m'ancre bien. Et la première chose que je leur dis quand on vient en consultation chez moi, oui, j'ai cette étiquette de médium, mais je ne suis pas l'élu. Ouais. C'est important de rester dans... Oui. L'humilité est très, très, très importante et le doute fait partie de ça. Oui, parce qu'il y a aussi... il y a les détracteurs, bien entendu, mais il y a aussi certains médiums qui, parfois, ont tendance à se prendre pour des élus. Oui, oui, et il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'humilité, pour moi, c'est vraiment la base de la médiumnité aussi. Que réponds-tu quand des gens disent c'est l'exploitation de la misère humaine? C'est-à-dire que tu exploites le drame des gens et la souffrance des gens. Alors déjà, je précise que des médiums, il y en a depuis la nuit des temps. Et que je ne suis pas ni la dernière, ni la première. Sauf qu'en 2024, tu as la chance de ne pas finir sur un bûcher. Exactement. Et en plus, j'ai atterri en Alsace. J'ai su bien après qu'on avait brûlé... Enfin, il y a eu pas mal d'histoires sur cette terre qui est un peu compliquée. On a brûlé beaucoup de sorcières. Bref. Non, je ne joue pas avec la misère des gens parce que j'ai aussi l'honnêteté de dire quand il y a un contact qui ne fonctionne pas ou je ne sens pas, ben, on arrête là. Et vous revenez, quoi. On reprend rendez-vous. C'est rare, mais ça arrive. Et je force personne aussi à ouvrir ces portes-là. Si, je pense que si, en tant que médium, on prend sa responsabilité, on est dans son éthique, on reste humble, on est simple, il n'y a aucune raison qu'on se joue des gens. Moi, les personnes qui viennent à moi, je mets le couteau sous la gorge à personne. Et en général, ça se passe très, très, très bien. Après, comme dit... tu as le sentiment de faire plus de bien que... Oui, bah oui. Je crois que sinon, j'aurais vite arrêté, franchement. Très franchement. Avec cette énergie du doute qui est constante, je pense que si on n'est pas à sa place, en tout cas dans la médiumnité, on arrête très rapidement. Très rapidement. Sur ce visuel, Erika, il y a l'aura-thérapie. J'avoue, je découvre. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'aura-thérapie, c'est une formation que j'avais fait en plus par rapport à tout ce qui est énergétique. D'accord? Ça s'appelle le toucher, on peut appeler ça aurique. Cette formation, elle m'a été, j'y étais il y a quelques années maintenant, ça fait 4 ou 5 ans. Elle nous apprend qu'on a un corps physique, mais pas que. On a des corps, ce qu'on appelle éthériques, qui sont complètement invisibles à l'œil nu, mais qui sont bel et bien présents. Quand on fait ça, on a à peu près 1 mètre, 1,50 m d'aura. Et c'est la première chose que j'ai perçue quand j'étais petite. C'est pour ça que je suis allée, à un moment donné, vers cette formation. J'en fais beaucoup moins que des contacts ou que des guidances, mais ce qui me permet d'aller voir tout de suite ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Je vais aller voir dans toutes ces couches si une personne, par rapport à un choc, ça peut être un accident de la route, un choc physique ou une blessure émotionnelle. On est un peu comme les médecins du ciel, on va aller colmater ce qu'on appelle les fuites et c'est ce qui fait qu'on peut partir en dépression. Voilà. Donc ça, l'aura-thérapie, c'est pas une séance ponctuelle, c'est un suivi. C'est pas un suivi chez moi. Alors, chez moi, il n'y a pas de carte de fidélité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, pour que l'action soit bénéfique, il faut réitérer l'opération. Là, non. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Les personnes qui viennent me voir en aura-thérapie, des fois, il y a une séance et je soigne personne. Hein.
je le précise. Et on ne se substitue pas à un avis médical. Et on ne se substitue pas du tout. Je ne suis pas médecin. Je le répète tous les jours, je ne suis pas médecin. Je ne guéris rien. Et je ne suis pas une fée. Pas Je du tout. n'ai pas une baguette magique Alors, pour régler tous les bien. problèmes. Bah oui, bien sûr. J'aimerais bien. Bien mais sûr, non. bien sûr. Non, c'est des personnes qui viennent par rapport à des problématiques qui sont complètement différentes aussi parfois. Donc, c'est toujours dans le mieux-être. Mais grosso modo, c'est un peu le médecin du ciel. Et avec ce que j'appelle mon équipe spirituelle, mes guides à moi, je suis toujours accompagnée. Eh ben, ils m'aident, tout simplement, à colmater les fuites. Alors, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Quand j'entends ça, je me dis c'est quand même extraordinaire que de pouvoir se dire que tu te sais accompagner. Alors, c'est beau quand même. Ça doit c'est être tellement quelque chose- réconfortant. C'est quelque chose, figure-toi, que j'ai toujours eu cette sensation de n'être jamais seule. Mais depuis toujours. Alors moi, je suis fille unique, donc j'ai développé aussi toute jeune. J'ai toujours été centrée finalement sur moi, mais je me suis jamais sentie seule. Et contrairement à beaucoup d'enfants uniques, j'ai jamais dit à ma maman je veux un petit frère ou une petite sœur, parce que pour moi, j'étais déjà dans mon monde. Donc voilà. Et encore plus quand j'ai entendu vraiment de manière très très distincte. Là, on a cette sensation effectivement de jamais être seul. Et ça, c'est pour moi un vrai bonheur. Ah ouais. Mais vraiment. Ça doit être Et vraiment je très pense très que très réconfortant. c'est pour tout le monde. Hein. Ce que je dis là, c'est pour moi, mais c'est pour tout le monde. Alors peut-être que tout le monde n'a pas la capacité effectivement d'entendre. Et on est jamais seul. Dans la préparation de cette émission, tous ceux qui s'installent ont ce qu'on appelle des fiches de prod, et donc à chaque fois, il y a quelques éléments. Toi, tu nous as fait un joli roman. Ouais, je sais pas synthétiser. Donc il va falloir... Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc il va falloir écrire. J'espère. Et ça arrive. Ouais. Mais tu dis en tout cas qu'à travers cette émission, tu as le désir de partager un message d'espoir et de réconfort. Oui, parce que j'ai ce truc qu'on me transmet de là-haut en me disant partage, partage et partage. Voilà. Et c'est vrai que des questions dans mes consultations, des questions comme tu as pu me les poser, j'en ai tous les jours. Oui. Tous les jours. Et j'ai surtout des histoires, mais juste extraordinaires, depuis que ma médiumnité, on va dire depuis mon coming out. Allez, on peut parler de coming out. Médiumnique. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai eu vraiment des belles synchronicités. J'ai eu vraiment des histoires juste incroyables aussi par rapport à mes consultants. Et j'ai envie de partager ça aussi. Partager ces histoires, de dire à tout le monde qu'il y a juste un voile entre nous et eux. Nous, on ne peut pas forcément les voir. Eux, ils nous voient. Ils ne sont pas tout le temps avec nous, mais ils nous voient. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est viscéral et il faut que je partage. Tu disais tout à l'heure, et c'est très intéressant de t'entendre quand tu dis que la plupart des gens, 90% des gens qui te consultent sont des gens qui te posent toujours la même question de savoir est-ce que le défunt est bien. Oui. On peut ne pas être bien? Oui, ça arrive. Parfois, ça m'est arrivé, franchement, de dire à des consultants il est en colère. Alors, c'est des souvenirs de colère, je pense. Hein. Alors, je ne suis pas passée de l'autre côté pour t'affirmer que c'est la vérité. Possible, hein, si possible. Le plus tard possible. Mais je sens parfois de la colère. Surtout, je peux te donner, j'ai plein d'exemples. Quand on ne respecte pas les dernières volontés, c'est hyper important. Mais hyper important. Pour des gens qui sont très matériels de leur vivant, on peut aller, je me lance, on peut appeler ça sur un niveau de conscience un petit peu plus bas. Ce qui est matériel est très important. L'autre fois, j'ai une consultation, la dame, elle me dit, bon, j'ai vendu sa voiture. Et le monsieur, il bougonnait de l'autre côté. C'était sa voiture, il ne fallait pas la vendre, il ne voulait pas la vendre. Donc voilà, c'est des choses qui... Mais tu sais, c'est fou parce que... Non mais, c'est Ça fou arrive. parce que... C'est fou. C'est fou parce que parfois, j'en ai entendu des choses ici. Ouais. Et ce que tu dis, évidemment, résonne. Et en même temps, on te dit que de l'autre côté, ils ne sont qu'amour, donc le côté matériel s'en fout, qu'il n'y a pas de temps. Ça dépend. Qu'il n'y a pas de... Tu vois, l'aspect temporel n'a aucune importance, etc. Donc, on a du mal à imaginer que le type râle parce qu'on a vendu sa bagnole, tu vois. Ouais. Et je pense que là, on peut parler de niveau de conscience. Alors, il faudrait 48 heures pour développer tout ça, mais
Toi, tu entends ça véritablement? Tu entends que le monsieur n'est pas content? Je peux ressentir dans mon corps physique, sans parler de transe ni d'incorporation, attention. Hein. Je peux sentir de la colère. Je sens de la colère. Des fois, ça serre ici. Mais ça dure les premières secondes et après... Est-ce que les autres émotions comme la peur, comme l'angoisse, comme la tristesse, sont des choses que tu peux ressentir au travers des défunts? Oui, mais je te dirais que de manière générale, j'ai plutôt de l'apaisement. Je vais ressentir plus de la colère que de la tristesse parce que peut-être la colère est beaucoup plus forte. Et peut-être que c'est propre à moi aussi, je ne sais pas. Des regrets? Je pense notamment, évidemment, aux personnes suicidées et autres qui... Oui. Tu ressens ça aussi? Alors, il nous explique aussi beaucoup, là je parle vraiment pour le cas des personnes qui s'enlèvent la vie. Souvent, ils disent pardon, mais c'était aussi mon cheminement. Mais ils disent pardon. Parce que c'est important pour les gens qui restent. Le pardon est important. Souvent, pour les cas de suicide en tout cas. Mais c'est vrai que quelqu'un qui était très très matériel et peut mettre du temps pour se détacher de cette matérialité. Ça arrive pas tout le temps, mais des gens qui ont eu l'autre fois, j'avais une consultation, le monsieur il avait beaucoup d'argent, il avait des voitures de collection, donc je vois une Ferrari, enfin je vois vraiment plein de voitures, plein de belles voitures. Et je sais qu'il était encore très très attaché à ses voitures, à son bien, sa maison. Et la dame, elle voulait vendre cette maison, il n'y a rien qui se passait. Et il m'a dit, je ne veux pas la vendre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cette information, la dame, à tout hasard? Alors après ça, je donne. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Absolument pas répondre. Je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas les réponses à ça. Non, mais elle n'est pas revenue te voir non, pour te demander... Après, il me pose à moi les questions, mais pourquoi? Alors, je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses. En tout cas, il n'a pas voulu vendre ses Ferrari, le monsieur? Non. Bon. Guidance, aura-thérapie, harmonisation énergétique, ça c'est l'aura-thérapie. Oui, ça fait partie. Oui. Et les contacts avec les défunts. Ouais. Dans quel exercice, si je puis dire, te sens-tu le mieux, le plus à l'aise? Le contact. Avec les défunts. Et de plus en plus. Et d'ailleurs, à chaque fois, je l'ai déjà entendu, tu ne feras plus les cartes. Parce qu'en guidance, j'ai encore ce besoin d'avoir un support qui va finalement... Alors moi, je sais plus comme ça. Donc ça descend, j'ai le support et je transmets. Mais là où je suis le plus à l'aise, c'est la médiumnité, c'est le contact défunt. Voilà. Et c'est plus facile même pour moi. Mais je fais encore des guidances. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. On verra. Moi, je me laisse porter. Je sais tu te laisses porter. Absolument pas. Ouais, tout à fait. 2024, on est bien ou on n'est pas bien? On est plutôt bien. Alors, c'est vrai? On est plutôt bien. J'ai enlevé toutes ces barrières de peur, de ci, de ça. Donc, je me laisse vraiment porter. J'écris mon petit livre tranquillement. Je fais aussi des ateliers. Et puis les conférences en salle. Donc, on verra. Et en ce qui concerne, si on devait prendre une dimension un petit peu plus planétaire, est-ce que tu as des perceptions, des ressentis, des choses comme ça Je vais être très très franche avec toi, ce n'est pas ma médiumnité. J'ai consulté récemment, en Alsace, on a quelqu'un qui a 93 ans, qui est très très connu, c'est vraiment... Alors, si elle m'entend, c'est pas Madame Irma, mais voilà. Et je lui pose la question, je dis mais pourquoi dans ma médiumnité j'ai pas ces ressentis un peu planétaires? Elle me dit c'est pas le moment, ça viendra. Quelque temps après, un petit peu avant ce qui s'est passé avec le conflit Palestine-Israël, je rêve qu'on me remet une Torah entre les mains. J'ai pas fait d'interprétation, mais 3 semaines après, il y avait le conflit. Je cherche pas plus que ça à avoir des informations. Mais je dirais que pour aujourd'hui, c'est pas ma médiumnité. C'est les guides et les défunts. Voilà. Tu te laisses porter? Je me laisse complètement porter. On peut te consulter à distance? Bien sûr, en visio. Et ça ne change rien pour ce qui est des consultations. Il y a beaucoup de... Les gens ont très souvent peur de la visio, mais ça ne change absolument rien au ressenti. Pas de photo? J'aime bien avoir un support photo. Ouais. Donc ça, c'est possible.
J'ai encore ce besoin de toucher. Hmm. J'ai ce besoin de toucher un Bon, en support. visio, c'est compliqué, mais bon. Bah, en général, il m'envoie aussi des photos que je peux imprimer. Donc, Ouais. j'aime bien toucher. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est possible. Bon, en tout cas, je sens chez toi une vraie sincérité. J'espère. Moi, c'est vrai que je mets un point d'honneur à être sincère. De toute façon, on ne peut pas mentir sur ces choses-là. Et ça, je le dis et je le redis. Et effectivement, il y a beaucoup de thérapeutes. Depuis le Covid, on a eu cette explosion-là de futurs thérapeutes. Et on m'en envoie beaucoup aussi. Et je leur dis, il faut être très très bon dans ce que vous faites. Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent à tout ça. Mais je dirais que si on est sincère et si on est aligné avec son chemin de vie, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors je dis ça comme ça, j'ai mis presque 15 ans à l'accepter. Hein, donc ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Et alors sur les mauvais médiums, comment se fait-il que les guides, alors là c'est une réflexion purement terrestre, comment se fait-il que les guides laissent les mauvais médiums? Alors, mauvais médium, est-ce qu'ils entendent réellement? Est-ce qu'ils sont passionnés par ça et ils ont envie de faire ça pour aider les gens? Il y a souvent ce besoin d'aider les autres aussi derrière tout ça. Hein. Il y a aussi du business. Et il y a aussi du business. Mais c'est toujours pareil, un charlatan, il peut pas dans la longévité. Ouais, il durera pas. Il dure pas. C'est pas possible. On peut pas mentir à... On peut mentir à 2, 3, 10 personnes, mais sur du long terme, je pense très sincèrement qu'on ne dure pas, si on n'est pas sincère. C'est ma vision de voir les choses. Bon, et si demain tout s'arrêtait? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu en serais triste? Disons qu'aujourd'hui, je fais les choses en âme et conscience pour être dans le respect, dans l'humilité, dans la sincérité, dans le partage, parce que ça, c'est vraiment mes valeurs. Et si ça s'arrêtait, ben, c'est que c'est aussi mon chemin. C'est comme ça. Alors je serais triste parce que j'ai ce besoin aussi de, quand je fais ces contacts, j'ai cette exigence qui nous envoie sur des détails extraordinaires. Et le waouh, je l'ai toujours. Donc ça nourrit de l'intérieur. Donc je serais un peu triste pour ça aussi. Et puis d'apporter du réconfort aux gens, c'est magique. Quand tu as cette faculté d'être en contact avec tes guides comme ça, est-ce que parfois ils te disent « Non, Erika, tu déconnes un peu là ?» Bien sûr. Bah, je suis rappelée à l'ordre. Hein. C'est vrai? J'y ai été il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a eu un moment où beaucoup de personnes venaient chez moi, justement en aura-thérapie, en me disant j'ai un lien toxique avec mon ex. Enfin, bref. On va couper le lien. Ok. Alors, on peut le faire en énergétique, hein, faut le savoir. Et à un moment donné, j'ai entendu tu es qui, toi, pour faire ça? Tu entends ça? Ouais, mais vraiment. Ça calme. Ah ouais. Tu es qui, toi, pour faire ça? Eh ben, je le fais plus. Ok. Ouais. Non, mais vraiment. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, boum, et alors, ça à l'inverse, vous assomme. Hein. Ah ben c'est sûr. Puis c'est même... ça fait flipper, flipper un peu quand même. Hein, c'est même flippant. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te confortent au-delà du fait de te donner des vrais détails et de t'apporter les vraies informations que tu recherches et que tu demandes? En fait, dans mes consultations, on rit, on pleure. Parce qu'en fait, j'ai des guides qui sont très marrants. Alors, j'ai pas trop parlé de mes guides, mais c'est ma grand-mère maternelle, que j'ai du coup pas très connue, mais que je connais très bien aujourd'hui, et mon grand-père paternel. D'accord? Donc, parfois, ils vont m'envoyer sur des trucs, mais puis même avec des phrasés, et je répète parfois, et des fois, la personne, elle pleure, on rigole, enfin, des fois, c'est n'importe quoi, mais c'est juste... c'est nourrissant, en fait. Et cette sensation d'être aussi à sa place, quoi. Alors, je voudrais qu'on termine, parce qu'il y a une question moi, qui me taraude toujours, et je la pose souvent à des gens qui ont ces ressentis et ces facultés que tu as, sur la réincarnation. Ouais, très bonne question. Alors, très petite, j'y croyais pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, la réincarnation plus jeune, à l'adolescence, c'était on se réincarnait en papillon. Donc, franchement, non, c'était pas possible pour moi, parce que c'était pas trop ce qu'on m'envoyait. Beaucoup plus tard, et c'est pour ça que j'ai aussi découvert la numérologie, qui justement, là on est en plein dans la réincarnation, donc c'est un certain Pythagore aussi
qui reprend ce concept-là avec Platon, qui font les premiers travaux sur la réincarnation, je me retrouve complètement fascinée par tout ça. Et il faut comprendre que j'étais toujours très très nulle en maths et tout m'a amené sur la numérologie, hein, voilà. Avec des chiffres partout dans ma vie. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, oui, c'est possible, tout est possible. Mais alors, le concept même de se réincarner, alors, en tant qu'humain, homme ou femme, oui, ça fait partie de ma vérité aujourd'hui. Alors ça, et puis j'ai entendu dire aussi le libre arbitre de ne pas avoir envie de se réincarner. Oui, tout à Est-ce qu'on fait. te dit ça aussi? Oui, mais alors, je vais te dire que là-haut, ça me paraît, c'est une sensation que j'ai, hein. J'ai une sensation où c'est assez hiérarchisé. Il y a même des questions, parfois je pose des questions, on ne me répond même pas. Et j'ai une sensation où moi j'ai accès au monde des guides, donc les miens, ceux des gens, les défunts, mais pas plus en fait. Donc on m'envoie parfois sur vraiment des brives, hein, c'est pas du tout ma médiumnité, les vies antérieures, alors c'est pas du tout mon truc. On m'envoie sur des brives parfois de vie antérieure des personnes, mais c'est plutôt rare. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'on se réincarnait. Et parfois là, on me dit, il se réincarnera, mais c'est plutôt rare qu'on m'emmène sur la suite des événements. Par contre, on me parle de... On l'utilise, on le dit pas que ces mots-là, mais il y a des niveaux de conscience. Combien, j'en sais rien. Mais il y a des niveaux de conscience. Parce que je peux me rendre compte dans les ressentis que quelqu'un justement qui était très matériel, bah, il sera encore dans sa matérialité jusqu'à ce qu'il qu'il s'élève. Puis quelqu'un qui est très spirituel, pour moi, ça va être... Voilà. Bon, si tu es une sorcière, si on te dit que tu es une sorcière... Pourquoi pas, hein. Bon, c'est une sorcière 2.0. Pourquoi pas. Ça te va? Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Alors médium, le messager, c'est un peu plus... l'étiquette qui collerait, pourquoi pas. Mais tu dis, mais je suis médium? J'ai mis du temps avant de le dire. Aujourd'hui, je le dis parce que je fais vraiment ce contact-là. Ouais. Ce dialogue-là, oui. Et du coup, j'explique aussi la différence entre ça et la voyance. Puisque c'est deux mondes parallèles, quand bien même, sûr, qui se rejoignent, mais ce n'est pas la même chose. Donc oui, oui, je le dis. On aura remarqué aussi les petites pointes d'accent que tu peux avoir en fin de phrase. Pourtant, je l'ai caché. Hein. En fin de phrase, où ça sent bon le kouglof. Oh, j'essaye de le cacher, alors je suis un mélange de la Franche-Comté et de l'Alsace, c'est terrible. Ça sent l'Est de la France. Erika Pazienza, vous aurez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Erika, rentrer en contact humain. C'est ça. Hein, on est bien d'accord? Voilà, c'est important. Si on a envie de te consulter, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, on attend le livre. Les mémoires d'Erika Pazienza, avec évidemment toutes les histoires d'anecdotes incroyables que tu dois avoir. Ouais. Tranquillement, j'écris tranquillement, on verra. Merci en tout cas. Merci infiniment. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Vous commentez, vous partagez. Encore une fois, les commentaires bienveillants et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.